Une planète conjointe au MC au même degré. Alors, Soleil ou Mercure à 13 degrés et milieu de ciel à 13 degrés, par exemple. Comment calculer la planète atavique? Merci. Ça, c'est pour toi, perso. Tu poses des questions, là, tu m'inquiètes. Il se répond à lui-même. Alors moi je ne connais pas ce cas, mais je crois que logiquement, ben, c'est la planète elle-même conjointe qui est planète atavique, tout simplement. Donc, Et en plus, elle est planète dominante, hein, puisqu'elle est exactement conjointe au milieu du ciel. Je crois que c'est cette planète-là qu'il faudra prendre en compte. Voilà. C'est ce que je peux dire. Si, alors là j'ai une question. Marie-France de la... Où elle est Marie-France de la... Marie-France de la... Ah, d'accord. Alors, je ne sais pas qui va répondre, je pense que ça sera Fabienne. Une personne du 30-12-73, je pose la question, hein, Solène. Donc je suppose que c'est dans ton exemple. Rennes, Reims, 13h40. Rennes, d'accord. Naissance prévue le 29 mai 2012, après une deuxième fausse couche, ce sera fille. Est-ce que le bébé aura un souci à la naissance? Alors attends, je vais passer si elle veut préciser sa question. oui, la question. Oui, et puis demander comme ça. C'est quoi la question? Elle le connaît déjà le thème. La maman qui attend le bébé a vécu des chocs émotionnels et elle nous demandait simplement si le bébé allait avoir une empreinte. Alors ça n'a rien à voir avec la méthode que j'ai expliquée, mais certainement, oui, le bébé a une empreinte. Et il y a des techniques astrologiques qui permettent de voir à quel point et comment, mais c'est bon, c'est tout à fait... C'est un monsieur qui s'appelle Mann, un Américain, qui a mis toute une méthode et qui permet de voir toute la conception. S'il y a des planètes, elle raconte une histoire, donc on voit comment le bébé a perçu. Et aussi, on peut aussi voir, quand le bébé sera né, s'il y a des planètes en 12, et on sait aussi voir avec les planètes en 12 quelle était le type de problématique. Et on peut d'ailleurs même, à ce moment-là, dans l'analyse, trouver des solutions pour pouvoir faire sortir ce problème. Voilà. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai donné ce matin, évidemment. Merci. Alors là, c'est une question d'une personne de la AA. Quelle est l'intelligence de l'astrologue? C'est moi qui a posé une question si intelligente. Tu viens une garce. On est quand même dans l'interpersonnel. On est dans l'intrapersonnel. Ne vous gênez pas avec la psychanalyse, je crois. Il y a quand même de la logico-mathématique. Il y a de tout. On est dans le visuel, ça n'arrête pas avec les roues. Et puis, voilà. Voilà pour les... Oui, bien sûr, quand il faut rédiger, quand il faut expliquer, bien sûr. Bien sûr. Voilà, il y a quand même tout. En fait, vous avez trouvé la réponse pour le mécanicien? Je ne vais pas vous lâcher comme ça. Visueuse. Bon, écoutez. Visuel. Il y a un contentieux, là. J'ai l'impression, il y a une logique. Il y a une logique. J'ai l'impression qu'il doit être tout, moi. Il y a là qui doit saisir pour la précision. Voilà. Et puis lorsqu'il va vous donner une facture pour savoir si vous allez payer ou vous êtes un bon payeur à l'interpersonnel. Si. Alors là, j'ai une autre question. La part de fortune, que signifie-t-elle vraiment? Qui veut répondre? Qui sent bien la part de fortune, hein? Vous l'aurez au sujet l'année prochaine. Mais la part de fortune, normalement, c'est l'endroit du thème où la personne peut ressentir un certain bonheur, une certaine... Enfin, donc c'est pas la richesse de toute façon, donc c'est un endroit du thème qui lui est favorable. Enfin, moi, je trouve que c'est comme ça que je l'utilise. Moi, j'ajouterais que là où est la part de fortune, en maison et en signe, c'est peut-être là où la personne aussi a des dons, des capacités qu'il exprime naturellement. C'est un domaine où il se sent bien. Par exemple, je prends un exemple, une part de fortune en maison 3, taureau, cette personne peut se découvrir une aisance vocale.
ça peut être ça. Voilà. En fait, en effet, ça peut être des dons, des capacités, des facultés qui se développent naturellement, qu'on peut découvrir fortuitement. Voilà. Comment définir la région qui nous convient? Bah, si vous aimez le soleil, vous allez à midi par exemple. Vous venez à Bordeaux, il ne pleut pas. Ah bon? Alors qui est-ce qui veut répondre à cette question? Ce sont les amateurs de cartographie. Oui, non, mais je plaisante bien. C'est Madame Magos. Il faut dire que quand même, astrologiquement, chaque pays est soumis à un signe. Par exemple, on peut dire que pour Nice, c'est la Vierge. C'est 17 degrés de la Vierge, et c'est pour ça que j'ai toujours aimé cette ville, parce que j'avais le soleil dessus, l'Amérique et Gémeaux. Donc vous avez des pays qui correspondent à des signes, vous avez des planètes qui correspondent à des signes, mais c'est surtout en montant le thème, comment ils font les prévisions pour chaque pays. Eh bien, ils montent les lunaisons ou les ingresses pour les différentes capitales, ce qui donne le climat de tout le pays et de toute la région. Et quand vous voulez savoir si vous vous plaisez à tel endroit, et puis vous montez les trucs et vous regardez si ça correspond à votre thème. Bon, mais les cartographes vous font le tour du monde, même pas 80 jours. Ça relève de l'astrocartographie. D'ailleurs, vous avez une collègue qui s'appelle Christiane Nasty en Belgique, qui s'en occupe très bien, qui a écrit d'excellents livres. L'astrocartographie est très populaire aussi aux États-Unis. Il faut déployer le thème natal sur la map, sur le planisphère. Et notamment vérifier, moi j'ai vérifié que j'ai une ligne de Mars qui passe par le Maghreb, et c'est vrai que chaque fois que je suis allé dans ces pays-là, j'ai eu des tensions, j'ai eu des accrochages, et je me sens... j'ai expérimenté ça également pour les pays scorpions en Égypte. Il y a une tension qui s'empare immédiatement quand je suis dans ces pays-là, et quand j'en parle, je suis soulagé. Et franchement, je crois que j'ai intériorisé la leçon. Je crois que si je retourne dans ces pays-là, ça peut être plus grave. Enfin, c'est immédiat, c'est immédiat. Donc c'est intéressant de faire son astrocartographie. Si on a un projet, par exemple, de périple, de voyage, voilà. Par contre, je ne sais pas comment on l'applique sur une carte. Alors, comment rectifier un horaire de naissance? Vous avez plusieurs trucs, la prof vous a déjà parlé de la dominante atavique. Elle peut vous servir à rectifier votre thème. Hein. Et puis je passe la parole, je ne suis pas intervenant, donc je passe la parole à quelqu'un d'autre. C'est très fort. Donc, comme je l'avais expliqué tout à l'heure quand j'ai fait la démonstration de Zodiac, en ce qui me concerne, comme je fais de l'astrologie uranienne, et que l'astrologie uranienne est excessivement précise parce qu'on utilise des orbes de quelques minutes, on ne peut pas travailler évidemment sur un thème qu'on n'a pas vérifié. De même, je vous ferai quand même gentiment remarquer pour les gens qui font des révolutions solaires que 1 minute d'erreur sur un thème natal, c'est 6 minutes de degrés d'ascendant de différence. Donc il serait quand même intéressant de quand même contrôler les heures. En ce qui me concerne, j'utilise la truquine d'Hermès qui n'est pas la meilleure. Enfin, c'est dans mon choix. La règle de Zoé que je ne peux pas vous expliquer, mais qui marche très bien. De même que la dominante atavique et que les équidistances, donc comme je l'ai montré tout à l'heure, par rapport au méridien ou par rapport à l'horizon. Et si j'ai une concordance à 1 ou 2 minutes, souvent c'est 1 minute près au niveau de ces 4 méthodes, j'estime que l'heure de... je peux corriger l'ordre de naissance dans ce sens-là. Si j'ai, c'est mon expérience, une personne qui va donner une heure qui n'est pas correcte parce que maman a dit que, mais qu'en fait c'est tout à fait à côté de la plaque, eh ben, je n'aurai jamais de correspondant, j'aurai à un moment donné une méthode qui va complètement indiquer un décalage d'une demi-heure. Et comme ça, je dis, écoutez, là, vous allez chercher l'acte de naissance, mais moi je ne travaille pas parce qu'il y a un problème. Et c'est souvent, on vous revient et on me dit, ah oui, on a un acte de naissance, pardon, c'était mon frère, c'était pas moi. Et donc voilà, donc moi je vous conseille sincèrement, en tous les cas, si vous faites de la prévisionnelle, de corriger vos heures de naissance. Moi, j'ai découvert il y a une dizaine d'années une méthode, je ne sais plus qui en est l'auteur. Je vérifie dans le thème s'il y a une planète qui fait un angle extrêmement étroit avec l'ascendant, presque partie. Et je sais, alors à ce moment-là, je fais en sorte que cette planète fasse un aspect rigoureusement exact avec l'ascendant. Et ça permet de corriger l'heure. Et j'ai vérifié après avec des événements de la vie passée. Et ça colle pas mal du tout. Mais je ne l'ai fait qu'occasionnellement. Il faudrait faire un travail à la limite de statistique avec ça.
Mais c'est une méthode que j'avais une dizaine d'années et je ne sais plus de qui. Et je crois qu'il faudra que je creuse ça. Et j'ai trouvé ça intéressant. Concernant encore des méthodes de correction des heures de naissance, les personnes qui font de l'astrologie indienne, ils peuvent utiliser les décès, par exemple la D24. La D20, enfin pour moi en ce qui me concerne, j'ai testé la D24. Au plus vous allez prendre une division qui est fortement, enfin qui est importante, D24, donc le terme devient de plus en plus précis. Et la D24, ce sont les capacités intellectuelles et les études. Donc moi en ce qui me concerne, j'ai eu une interruption dans mes études. Grâce à la D24, en recadrant les événements par rapport à cela, eh ben, j'ai vraiment pu corriger exactement mon heure de naissance. Maintenant, les personnes qui font de l'astrologie uranienne, pour moi, puisqu'on travaille à quelques minutes près, c'est la meilleure façon de pouvoir aussi avoir l'heure exacte. Et je l'ai fait pour quelques collègues, en connaissant des événements de leur vie. Et oui, de toute façon. Et donc, et à ce moment-là, ça c'est encore plus rapide. Donc il y a plein de méthodes en fait. Voilà. Alors, vous avez dit de lune Saturne en 5, 11. Ah oui, vous avez dit que, excusez-moi, mais c'est pas. Vous avez dit que lune Saturne en 5, 11 indiquait la morbidité. Est-ce que parce que vous assimilez la 11 à la mort, ou est-ce que c'est la signification de l'aspect lune Saturne? Je sais que c'est pour toi, parce que t'en as parlé. Non, c'est pas le fait que ce soit en 5. Bon, il se fait que dans ce cas-là, c'était vraiment dans cet axe de maison-là, mais c'est surtout la nocivité de la réception mutuelle d'une opposition Saturne-Lune, dont les deux planètes sont en exil. Donc c'est surtout ça qui est mortifère dans le cadre de la maison 5. Voilà. Signification des planètes en réception mutuelle. Est-ce que quelqu'un a vu quand Georges était assis qu'il est tombé? Et défini. Ah oui, pour une reconnaissance pluridisciplinaire. Vaste programme, comme vous. Bien sûr qu'il en faudrait une, mais bon, malheureusement, je pense que les astrologues sont comme tous les êtres humains, il n'est pas toujours facile de s'entendre. Oui, tout à fait. Donc, bien sûr qu'il en faudrait une. C'est ce que nous essayons tous et toutes, je pense, de promouvoir. Alors, c'est la dernière question à Frédéric Malbec. Donc, c'est directement, voilà, je fais la factrice. Les cycles de vie reprennent. Donc, c'est un enchaînement. On peut s'arrêter à une phase de l'enchaînement et revenir pour continuer la suite. Donc il n'y a pas une notion de temps avec cette façon de voir. Puisqu'on meurt, on reste suspendu, c'est ce qu'on appelle les samskaras, c'est-à-dire tout ce qu'on peut avoir dans l'inconscient, ces bisamskaras qui sont des choses qui ne sont pas réglées, crée une espèce de résonance, on recrée une expérience de vie qui va venir reprendre ça, et on continue ce schéma-là. Donc c'est pas séquencé dans le temps. Oui, c'est pas terminé. Bien écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va achever là, parce que moi j'ai épuisé tout ce que vous m'aviez mis dans la boîte. Malgré tous nos petits ou nos gros soucis, on va dire que bon, il faut toujours être optimiste. Et puis, ça va se terminer par le pot de l'amitié. Donc, comme on est dans le sud-ouest et qu'on n'est pas très loin de l'Espagne, c'est Sangria obligé. Donc, je ne pouvais pas vous dire qu'on va faire la fête, mais bon, ça fait un petit air de bande.